Ah, Dragon Ball. On peut dire qu'on a rarement vu une œuvre provenant du pays du soleil levant autant marcher dans notre beau pays de baguette. Paysage accrocheur, perso principal attachant jusqu'à en mourir, situation burlesque qui nous montre que l'on était quand même très coincé, saupoudré d'une variété de décors et d'évolution du personnage qui nous permet de nous identifier grâce à son jeune âge et à son attaque culte dont son geste n'est même plus à démontrer. La version française de l'époque, bien que pas si mauvaise contrairement à tout ce qui se dit, l'aseptisait quand même pas mal en retirant de très nombreuses blagues provenant de dessous la ceinture, voire même des gags pipi caca qui sont pourtant inoffensives. Et c'est pourtant sur ça où tout a commencé pour son créateur Akira Toriyama, qui a commencé à connaître le succès sur une œuvre qui me tient particulièrement à cœur, Dr. Slump. Alors, Dr. Slump, j'entends déjà certains vieux qui chantent déjà le générique que nous a gracieusement offert AB Productions, et des jeunes qui disent « Oh, c'est la fille rose dans Dragon Ball Super !» Ouais, mais tu crois pas si bien dire, mon petit Gaëtan. Dr. Slump est en effet la première œuvre à succès d'Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, dévoilée à l'aube des années 80. Mais comparé à ce dernier, cette série n'a aucun sens. Alors, voyons le pitch. Sanbei Norimaki, un inventeur de génie dans son village, conçoit un robot androïde du nom d'Arale, dans l'unique but de l'intégrer à l'école, dans la classe du professeur Yamabuki. Mais alors pourquoi, me direz-vous ? Bah pour ça taper. Voilà. Une série comme ça en 2020 serait déjà foutue. Dites-moi que vous n'avez rien entendu. Alors, on a comme point commun avec Dragon Ball le personnage principal, Arale donc, qui a la particularité d'être super forte, mais genre tellement forte qu'elle peut fissurer la terre d'un 5 coups de poing sur le sol quoi. Elle est donc particulièrement redoutable envers ses ennemis et qui sait, elle aurait peut-être pu battre celle à elle toute seule. Cependant, elle ne peut pas s'empêcher de sourire constamment et de parler de manière très stupide, de courir partout et de s'amuser à des jeux les plus débiles que vous puissiez imaginer, ou que vous puissiez ne pas imaginer d'ailleurs. Le niveau de délire est tellement ultra élevé que vous n'êtes pas prêts, franchement. Entre porter des déguisements ridicules sans raison et jouer avec des crottes roses, il y a un pas que je ne franchirai pas. Malgré ça, elle est dotée d'une grande intelligence en étant capable d'opérer une grenouille de l'appendicite et à résoudre des équations. Une portion pour chaton est égale à 3 cuisses de grenouille. Si on divise un poulet par le nez d'un éléphant, on obtient la queue d'une taupe. Pour obtenir la racine carrée de la queue d'un cheval, il faut savoir précisément à quelle race appartient ce cheval, bien sûr. Une tortue multipliée par un gorille égale une baleine, sans compter l'âge du capitaine. Vous l'aurez donc compris, il s'agit d'une série qui ne se prend pas du tout la tête, qui se fiche de toute cohérence, qui n'a pas de but précis à part faire rire et aller le plus loin possible dans le délire. C'est ce que j'appelle une série fast-food. On la consomme rapidement, on apprécie le moment et après on passe à autre chose. Le contraire total de Dragon Ball. Alors, cette série a vu le jour dans la télévision japonaise en 1981, soit un an après l'apparition du premier tome du manga, qui a eu un succès tellement imprévu que la série cumule pas moins de 243 épisodes. Pour comparer et pour bien vous faire rendre compte de l'énormité de la chose, DBZ, c'est 291. Sachant que Dr. Slump ne se consomme absolument pas comme un Dragon Ball car il n'y a pas ou très peu de continuité, ça lui offre une pérennité très très élevée. Et voilà votre carburant. Alors en France, cette série a été diffusée dans le Club Dorothée sur TF1 à partir de la saison 88 de manière assez laborieuse, c'est-à-dire c'était très très aléatoire, et rediffusée sur TMC et la 5, dont voici les moments les plus mémorables. Sa diffusion calamiteuse m'a longtemps fait croire que cette série n'était pas connue du tout. Quelle erreur! Elle était bien plus connue que ça, car franchement, ça laisse vraiment pas indifférent. Parlons de sa structure. La série se compose de 2 histoires par épisode de 10 minutes chacun. Au début, ils ne se suivaient pas du tout, mais vers la fin, ça commence à se suivre plus ou moins aléatoirement. Mais les histoires du manga sont bien souvent des délires et des spin-offs pour relâcher la pression, ce qui donne finalement une série très inégale et qui explique pourquoi certains d'entre vous qui l'ont regardé ont eu chacun une expérience différente. Et d'ailleurs, je reviendrai dessus plus tard. Alors pourquoi on ne peut pas rester indifférent face à Dr. Slump ? Eh bien, à cause de plein de trucs. Comme le gag de Sanbei qui se transforme en beau gosse quand il tente de séduire la prof de l'école, les bêtises d'Arale qui sont tellement profondément stupides qu'on se demande où ça va aller, et les inventions ultra loufoques de Sanbei qui se rebellent souvent contre lui,
Parce que tel Banjo-Kazooie, tous les objets parlent, y compris le soleil. Non mais franchement, un soleil qui se brosse les dents, ça se voit pas tous les jours quand même. Et puis au-delà de tout ça, c'est l'ambiance générale que la série nous apporte. On se retrouve complètement dépaysé dans un village complètement excentré, et entre parenthèses arriéré, avec une bonne humeur constante et charmante qui peut faire sortir de la dépression une bonne partie des gens. C'est frais, ça déborde de couleurs, c'est niais sans en faire trop, quoique par moment, et ça se permet même de mettre une tonne de sujets en dérision de manière assez surprenante. Comme un épisode où quelqu'un d'une grande ville vient dans le village dans le cadre de ses études, et ça nous montre le village sous son meilleur jour. Eh, dis donc, est-ce que c'est vrai que dans les grandes villes, il y a des trains qui roulent sous terre? Mais oui, bien sûr. C'est ce qu'on appelle le métropolitain. Oh, vous avez entendu ça? C'est fou! Et est-ce qu'il y a des cours supplémentaires avancés ici? Des quoi? Des cours supplémentaires? Non, ça suffit comme ça, hein? Ou il y a aussi quand Haralé mange un bonbon alcoolisé. Eh bien, je vois qu'on travaille dans la joie ici, mademoiselle. Oui, venez vous joindre à nous si vous voulez. Mais tu sens l'alcool? J'espère que vous n'étiez pas en train de boire. Vous voyez, tout n'est pas rose dans Dr Slump. Les personnages récurrents, hormis Haralé et Simbé bien sûr, sont Akane, la fille rebelle, Taro, le mec rebelle, enfin je sais pas si ça se prononce comme ça, et Pisuke, son petit frère, qui est juste un peu heureux avec un chapeau ridicule. Ah, il y a aussi Gatchan, j'ai failli l'oublier le pauvre. Et c'est un bébé qui vole et qui mange tout, fidèle compagnon d'Haralé, parce qu'il n'y avait vraisemblablement pas assez de mignonnerie. Alors ça c'est leur nom japonais, je connais pas leur nom en français à part Akane qui s'appelle Akane, tout comme Haralé qui s'appelle Haral. C'est joli pourtant, Haral Slum, ça fait bande dessinée. Oui, si on veut. Ils deviendront les amis d'Haralé au fil des épisodes et vivront des aventures tout autant plus surréalistes les unes que les autres. C'est surréaliste quand même. Vous voyez, même Brigitte le dit. Alors il est vrai que vu comme ça, Dr Slump a l'air d'être une série extrêmement débile. Bah oui, ça l'est. Délirante à un niveau que je pense même qu'aucune série n'a dépassé à ma connaissance. Même si Osomatsu-san est très bien classé. Mais les épisodes sont ultra variés avec des ambiances tout autant différentes, ce qui donne une cohabitation un peu étrange. D'un côté, on a un épisode où Simbé invente des lunettes pour voir des gens tout nus, et de l'autre, un épisode où Haralé libère un ours emprisonné pour faire le cirque, et c'est pas très marrant. Mais sincèrement, le plus émouvant pour moi, c'est quand le docteur Mashirito, le némésis de Simbé, crée un robot androïde quasi identique à Haralé dans le but de la détruire, et quand il remarque en fait qu'il pactise avec l'ennemi, il le déshérite de manière vachement dégueulasse qui le contraint à dormir dehors, qui aura réussi à déchirer mon petit cœur fragile. Et si vous vous demandez, ce petit perso qui ressemble à Astro Boy, c'est Obo-chaman. Et pourquoi j'en parle? Parce que c'est mon perso préféré. Contrairement à Haralé, il est très gentil, serviable et poli. Mais il n'arrête pas de réfléchir constamment, le rendant très humain et très attachant. Et en plus, il est amoureux d'Haralé, c'est trop mignon. Bon, en gros, vous l'aurez compris, dans Dr Slump, on rigole, on est surpris, on est triste, on s'ennuie, on est pris d'affection, on est confus, etc., etc. Tout y est pour plaire à tout le monde. C'est pas mal. Eh oui Gisèle, tu pourrais pas si bien dire. Alors, sous cette avalanche de louanges, je pourrais directement répondre oui à cette question. Mais c'est sans compter sur ces particularités qui vont vite vous faire redescendre sur Terre. Il ne faut surtout pas oublier que c'est une série animée japonaise des années 80. Et avec tout ce que ça implique. Une animation bas budget, des gags un peu dépassés par moments, et un manque de rythme flagrant dans certaines vannes. Franchement, par exemple, seriez-vous capable de tenir avec ce gag ? Ouais, moi perso, j'ai cru que mon lecteur DVD avait bugué. Bref, si l'on peut résumer en quelques mots, Dr Slump c'est une série rafraîchissante, ultra délirante, avec une bonne dose de quatrième mur qui donne le smile, qui tente tout ce qui est possible et qui offre une expérience d'une variété rarement atteinte. Bien que la série s'essouffle énormément vers la fin, son concept et ses idées innombrables rendent la série très attachante à regarder et tout le monde pourra y trouver son compte avec sa grande variété de personnages que j'ai volontairement survolé pour ne pas tout vous spoiler, mais franchement il y a de quoi faire. En revanche, ce grand délire a parfois ses limites, ça a des chances de devenir lourd par moments, et les blagues scatologiques à foison n'arrangent pas sur la lourdeur des épisodes, surtout si vous y êtes intolérant. Leur qualité est très inégale et peut également vous faire lâcher la série. Ça manque de dynamisme à cause de son âge, bien qu'elle fût tout à fait standard pour l'époque, voire même au-dessus du lot, et je mettrai dans les 2 points le côté expérimental de la série, en raison des nombreuses tentatives de petites histoires dans certains épisodes qui peut à la fois faire plaisir comme décevoir.
Alors pour moi, c'est un grand oui, ça mérite clairement un nouvel essai. Cette série est encore trop peu connue pour resituer ses lettres de noblesse et je vous conseille fortement d'aller la regarder. Petit piège cependant, même si vous êtes fan de Dragon Ball, cela ne changera strictement rien à votre niveau d'appréciation de Dr Slump tant la série n'a strictement rien à voir. Kazé nous vend 2 belles boîtes avec une 50aine d'épisodes, mais bon, vu qu'avec le confinement, c'est un peu la misère pour être livré, la série est également disponible sur ADN, de quoi vous occuper pendant votre confinement. Cela dit, je vous mets en garde, hein, si vous abusez beaucoup de Dr Slump, voici ce que vous allez devenir. Et vous, pensez-vous que ça mérite un nouvel essai ? Voilà, j'espère que ce premier numéro de Nouvel Essai vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner pour ne rien louper des futurs Nouvel Essai. Pendant ce temps, bien sûr, vous pouvez dire votre avis sur ce que je viens de dire, si cette série mérite vraiment un nouvel essai.